Et c'était un pape qui était assez moderne et qui était très, très humain. I think he'll be well remembered. Que ojalá los argentinos nos animemos a vivir su legado. Il avait décidé qu'il changerait l'Église, à mon avis. We come from the Americas and things have not been so progressive over there, so we're keeping our fingers crossed that the next person gets in is more like him than his predecessor. Les cardinaux se sont réunis aujourd'hui pour la première fois dans la salle du synode du Vatican pour définir les prochaines étapes après la mort du pape François. Des premières images de sa dépouille ont été diffusées aujourd'hui. Le corps du souverain pontife sera d'ailleurs exposé en chapelle ardente dans la basilique Saint-Pierre à partir de demain. Les obsèques auront lieu samedi matin sur la place Saint-Pierre et des centaines de milliers de fidèles ainsi que plusieurs chefs d'État sont attendus. Donald Trump a annoncé qu'il s'y rendra avec sa femme Melania. C'est un des sujets que j'aborde dans ce monde selon Trump avec Piotr Smolar, journaliste au quotidien Le Monde à Washington. Bonsoir, Piotr. Bonsoir. Alors, évidemment, J.D. Vance a rencontré le pape François quelques heures avant sa mort, alors qu'il y a de vives tensions entre l'administration Trump et le pape François, le pape des pauvres, celui qui défendait les migrants. Alors, que signifie ce voyage selon vous? D'abord, ce qui est assez remarquable, c'est le fait même que Donald Trump sorte des frontières américaines. Il faut quand même le dire, on va arriver à 3 mois de présidence. Il s'agit d'un événement évidemment rarissime et marquant. Et le fait qu'il fasse ce déplacement a un sens politique et religieux certain par rapport au public américain. Ensuite, il faut quand même le dire que les propos de Donald Trump après l'annonce du décès du pape ont été, comment dire, légers. Ouais. C'est-à-dire qu'il a salué simplement un homme bien qui aimait le monde, ce qui est vraiment quand même une formule, si vous voulez, pour un pape, c'est le strict minimum qu'on puisse déclarer. C'était vraiment un manque. Il y avait quand même un manque d'inspiration assez significatif. Et le fait qu'il se déplace est aussi important parce que ce pape, lui, n'avait jamais placé dans son mandat, dans sa papauté, dans l'exercice de ses fonctions, il n'avait jamais placé les États-Unis au cœur de son action religieuse. Et c'est ça qui est très intéressant. C'était un pape qui était décentré par rapport au monde occidental et par rapport aux États-Unis, et d'ailleurs, comme vous le savez, il a tenu des propos extrêmement critiques contre Donald Trump, mais dès son premier mandat. Ce n'est pas seulement aujourd'hui sur la politique massive de déportation, d'expulsion des clandestins des États-Unis, mais déjà au moment du premier mandat Trump, il s'élevait contre ceux qui ne pensent qu'à construire des murs, selon son expression. Puis il disait que c'était pas des chrétiens. Construire des murs, c'était pas chrétien, puis Trump lui avait répondu. Exactement. Voilà. Et donc déjà, il y avait eu des échanges peu amènes. Il avait finalement effectué qu'un seul voyage pendant l'exercice de ses fonctions, qu'un seul voyage aux États-Unis, je crois que c'était en 2015. Et il n'a jamais vraiment été perçu, en particulier ces dernières années dans les cercles républicains, il n'était pas spécialement apprécié. Parce qu'évidemment, le président Trump a une clientèle, des supporters des chrétiens évangéliques de droite. Évidemment, le pape incarnait la gauche. Mais est-ce que les États-Unis ont un intérêt à influencer le choix du prochain pape? Est-ce qu'ils rêvent d'un pape américain ou pas? Alors, je ne suis pas spécialiste des couloirs du Vatican, mais d'après ce que je comprends, dans ce collège des cardinaux, il est quand même assez difficile d'exercer des pressions extérieures. Ça répond avant tout à des équilibres internes et aussi à des phases. Donc le pape aujourd'hui décédé le pape François représentait aussi une ouverture au monde, à d'autres continents qui pourraient peut-être se prolonger. Certains parlent éventuellement d'un pape africain. Je ne suis pas sûr que c'est cela qui conviendrait forcément à une administration Trump. Et je pense qu'ils ont par ailleurs suffisamment à faire sur les nominations aux États-Unis même pour pas forcément se mêler des arcanes hyper complexes de la papauté. Évidemment, il va rencontrer le président Zelensky. Ça va être une rencontre
sans doute différente de celle qu'on a vue au bureau Oval. Qu'en pensez-vous? Oui, probablement. Vous savez que le contexte actuel est celui de négociations très intenses. On sait que l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, pourrait revenir à Moscou dès les jours prochains pour une 4e visite, tandis qu'une rencontre organisée à Londres, cette fois-ci avec la partie ukrainienne, elle est plutôt désertée par les membres les plus importants de l'administration Trump. Ça augure mal de la suite. On a l'impression que l'administration Trump est prête à organiser une sorte de capitulation forcée de l'Ukraine, qui pourtant ne répond pas à la réalité militaire sur le terrain. Et c'est évidemment un moment très difficile une nouvelle fois pour Volodymyr Zelensky, qui est pressé par Washington de signer l'accord sur les minerais et aussi d'accepter des compromis territoriaux et même des abandons territoriaux absolument historiques et dramatiques pour son pays. Parlons du scandale du jour ou de ces derniers jours aux États-Unis. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, a une autre dimension de l'utilisation de Signal, cette fois avec sa femme et d'autres membres de sa famille. On écoute la réaction de Pete Hegseth. A bunch of lies and on hoaxes, time and time and time again. And as they peddle those lies, no one ever calls them on it. See, this is what the media does. They take anonymous sources from disgruntled former employees, and then they try to slash and burn people and ruin their reputations. Not going to work with me, because we're changing the Defense Department. Pete's doing a great job. Everybody's happy with him. It's just fake news. They just bring up stories. I guess it sounds like disgruntled employees. You know, he was put there to get rid of a lot of bad people, and that's what he's doing. Alors, il défend quelque chose qu'il aurait dénoncé si ça avait été les démocrates. Que retenir de ce nouveau scandale entourant Pete Hegseth? C'est une véritable torture, couche par couche, goutte par goutte, qui est en train de s'effectuer par des révélations dans les médias et qui probablement ne vont pas s'arrêter là. La défense de Pete Hegseth, malgré son aplomb hallucinant, ne tient pas 2 secondes. Il parle de sources anonymes. Ce ne sont pas des sources anonymes. Ce sont des nominés politiques, des personnes qu'il a lui-même recrutées, qui travaillaient auprès de lui et qui dénoncent une atmosphère de déliquescence complète. Et ce, alors même que les États-Unis sont lancés dans des opérations militaires au Yémen contre les Houthis. C'est absolument dramatique, et c'est dramatique pour la sécurité nationale, c'est dramatique pour le fonctionnement du Pentagone, parce qu'il y a une rupture de confiance entre les hauts gradés et Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, et c'est dramatique pour les liens entre les États-Unis et ses alliés les plus proches, en particulier dans le club très étroit des Five Eyes. Bon, alors écoutez, on va voir la suite, mais ça se peut que Trump cesse de le défendre éventuellement si s'ajoute encore une autre couche. Là, Alors, on va parler d'un autre sujet qui touche plus l'information. Le producteur exécutif de cette célèbre émission des années 60, 60 Minutes sur CBS, le producteur démissionne, invoquant la perte de l'indépendance journalistique. Ça s'ajoute au fait qu'un juge, je crois aujourd'hui de la Cour fédérale, empêche Trump de mettre fin à Voice of America et à une autre chaîne financée par le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que ça nous dit de ce contrôle ou de ces obstacles à la liberté d'expression aux États-Unis? Je pense que ça dit plusieurs choses. Il y a d'abord très clairement une pente autoritaire qui est prise par cette administration Trump et qui veut mettre au pas les médias, soit en les excluant, soit en exerçant des pressions judiciaires et financières sur eux. Il y a ensuite un problème dans les médias eux-mêmes qui ont du mal à se situer. Certains traitent cette administration finalement comme si c'était une administration banale. Or, ça ne l'est pas. Et leur difficulté à mettre des mots et à adapter leur dispositif à cette réalité très particulière et inédite pose aussi un problème, au-delà des pressions qui sont exercées sur eux. Il faut dire qu'évidemment, Trump poursuivait CBS pour avoir monté l'entrevue de Kamala Harris pour, je pense, des milliards de dollars. Donc, on va suivre sur les conséquences. Un dernier sujet rapidement. M. Trump a attaqué le gouverneur, enfin, comment vous l'appelez aux États-Unis, en tout cas, M. Powell. Nous, on dit le gouverneur de la Banque du Canada aux États-Unis, c'est de la Fed, de la Réserve. Là, aujourd'hui, il semble avoir changé d'idée après l'avoir attaqué puis dire que c'est un perdant. D'ailleurs, je pense qu'on peut l'écouter. I would like to see him be a little more active in terms of his idea to lower interest rates. This is a perfect time to lower interest rates. If he doesn't, is it the end? No, it's not. But it would be good timing. It would be
It could have taken place earlier, but no, I have no intention to fire him. Alors qu'on croyait qu'il avait l'intention de le congédier, donc il revient sur ses intentions. Pourquoi? En terminant. À cause des marchés. À cause des marchés, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a à un moment le mur de la réalité que rencontre cette administration-là et qui est une défiance envers la politique américaine, la politique commerciale américaine, les tarifs et tout ce que cette administration Trump est en train d'entreprendre. Vous savez que sur le marché obligataire, notamment, le dollar a été, les obligations américaines ont été en quelque sorte délaissées, ce qui était tout à fait exceptionnel. Et par conséquent, c'est un rappel à la réalité parce que M. Powell représente une des voix considérées comme les plus raisonnables et les plus compétentes dans l'économie américaine, et que l'idée qu'on puisse le remplacer et pour ensuite désigner quelqu'un de politique et d'incompétent, simplement loyal à Donald Trump, a terrifié les acteurs économiques. Et que c'est exactement pour ça que Donald Trump finalement a dû reculer. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump, en quelques secondes, finit par écouter? C'est peut-être Scott Bessent qui l'aurait influencé en terminant. Oui, mais au final, ça ne résout pas l'autre très très grand enjeu du moment, qui est l'enjeu tarifaire. Vous savez que cette administration attend de conclure enfin des premiers accords pour pouvoir afficher des résultats. Pour l'instant, elle ne les a pas. Bon, on prétend que ce sera peut-être avec la Chine, on verra bien. Merci beaucoup, Pierre Smollard. On vous lit dans le quotidien Le Monde. Merci. Merci. À bientôt.